Frédéric, la mission locale de Marseille a été mandatée pour réaliser cette mission dans un contexte et une finalité qui sont les suivants. Donc, comme on le sait, hein, depuis fin 2024, la mise en œuvre de la loi pour le plein emploi a redéfini les relations entre les conseils départementaux et les missions locales. Et c'est dans ce contexte que l'Union nationale des missions locales avait mandaté en 2024 un cabinet externe auprès de qui beaucoup de missions locales avaient pu déjà travailler afin de réaliser donc un état des lieux des relations entre les missions locales et les conseils départementaux. Et aujourd'hui, cette mission vient en fait compléter ce travail-là pour que nous allions sur quelque chose d'un peu plus opérationnel et surtout capitaliser ce que nous savons faire au sein du réseau. Donc, je reprends brièvement ce qui vous a déjà été présenté sur les 4 axes qui structurent cette mission. Cette mission doit mesurer l'évolution de la coopération entre les missions locales et les conseils départementaux depuis 2024, outiller nos coopérations entre les départements et les missions locales à travers des modalités de conventionnement adaptées, pas une convention type puisque c'est un peu compliqué en fonction des départements, mais en tout cas donner des contenus sur les accompagnements que l'on peut proposer, une offre de services qui est construite et structurée et des modalités de financement et de reporting qui existent de part et d'autre sur les territoires et ça nous permettrait de recenser et de donner des conseils sur ces questions-là. Le troisième axe est l'animation, donc d'un collectif de professionnels engagés dans cet accompagnement. Le tout est de capitaliser sur nos bonnes pratiques, sur les expertises diverses et très enrichissantes qu'ont développées certaines missions locales. Et puis créer et diffuser une boîte à outils à destination de l'ensemble des professionnels, qu'ils soient déjà outillés ou peu outillés, avec des contenus sur comment on répond aux besoins de ces jeunes. Et évidemment, cette offre de service se proposera de faire un zoom particulier sur les parents isolés, puisque la plupart des jeunes moins de 25 ans qui sont au RSA sont souvent des jeunes femmes seules avec enfants. Ces 4 axes donc sont là pour traduire et formaliser l'ensemble de nos pratiques pour les valoriser auprès de nos conseils départementaux, valoriser notre savoir-faire et pour en faire des leviers de coopération et de négociation avec eux. Donc, sur cette enquête, nous proposons donc de vous présenter brièvement les objectifs et la méthodologie, vous présenter les principaux éléments d'information qu'on a pu recueillir de vos remontées, l'organisation et les ressources du partenariat avec les conseils départementaux, une synthèse sur les problématiques les plus fréquemment rencontrées, et puis quelques pistes de réflexion et de propositions qui ne représentent pas l'ensemble des propositions des missions locales, mais qui sont issues uniquement d'un verbatim de certaines missions locales, on y reviendra. Et puis, on vous présentera la constitution du groupe ressources, le calendrier et le contenu de ce groupe-là. Donc, en termes d'objectifs et de méthodologie, donc cette enquête sur laquelle vous avez pu répondre a pour but de mettre à jour certains éléments issus de l'état des lieux qui a été mené en 2024 par l'UNML et de recueillir des informations un peu plus opérationnelles, complémentaires, et cela nous a permis de construire une feuille de route du groupe ressources national BRSA à venir, et nous y reviendrons. Vous trouverez donc dans cette présentation une cartographie sur les formes de relations partenariales entre missions locales et conseil départemental, un outil qui se veut interactif, et on va voir comment on peut le faire évoluer et l'alimenter, un début d'analyse sur les modalités d'accompagnement des jeunes bénéficiaires du RSA, l'identification des freins rencontrés et les bonnes pratiques locales, et puis un retour sur un premier impact sur la loi pour le plein emploi par rapport à nos structures et la formalisation, ça je vous l'ai dit, de quelques recommandations.
Donc, j'insiste sur le fait que les résultats de cette enquête n'ont pas valeur scientifique. Ce sont pas du tout des résultats exhaustifs, hein, puisque 35% des missions locales ont répondu à cette enquête, 150. Il y en a quelques-unes qui ont répondu, je crois, la semaine dernière, Frédéric, mais du coup, elles n'ont pas pu être intégrées à cette enquête. Donc, on est à 35%, un peu plus d'un tiers. Donc, ça n'a pas valeur scientifique, que ce n'est pas exhaustif, mais c'est une base suffisante, en tout cas indicative, pour nous permettre de poursuivre sur notre travail engagé. La plupart des répondants, pour 98%, sont des directeurs qui ont répondu à l'enquête, et le temps moyen de réponse est de 13 minutes. Donc, je vous propose maintenant de vous présenter cette fameuse cartographie, et je donne la main à Frédéric Biziou. Donc, bonjour à tous. Donc là, on va vous présenter un peu qui a répondu sur le territoire et ce que ça représente en termes de volume. Donc, à titre d'exemple, là, on voit par exemple sur la région PACA que 60% des missions locales ont répondu, ce qui représente un chiffre de 17 missions locales. Donc, selon les territoires, on n'a pas répondu de la même manière. Donc, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas encore une étude exhaustive, mais ça viendra par la suite. Donc, plus précisément, je vais vous montrer ce qu'on a fait en termes de cartographie interactive. Donc, voici la carte où toutes les missions locales ont répondu, hein. Ça va de la métropole jusque dans les départements d'outre-mer. On va plutôt zoomer sur la métropole et on va prendre, admettons, allez, je suis sur le curseur, on va prendre la mission locale de Caen. Donc, les informations qui peuvent être utiles et qui sont alimentées au fur et à mesure par n'importe quel partenaire, hein, ou structure. Donc là, nous avons à titre d'exemple donc le nom de la mission locale, son adresse et aussi le type de partenariat avec le conseil départemental. On peut donc zoomer dessus, donc aller dessus, et puis s'il y a une évolution, la structure en question peut demander donc de modifier, hein, un certain nombre de... Hop, donc on va y aller sur la modification. Ah, je vais enlever ça, pardon, voilà. Je vais donc modifier, admettons, si ça nécessite une modification, et donc la structure, ou n'importe quelle structure, peut demander une modification. Il va l'envoyer, et à partir du moment où il l'envoie, donc nous, on a la possibilité de valider ou d'alimenter encore. On a aussi la possibilité de rajouter des missions locales. Par exemple, s'il y a des missions locales qui n'ont pas répondu, si elles veulent se rajouter, elles ont la possibilité donc, de se rajouter par rapport au questionnaire. Et ça se fait au fur et à mesure. C'est la raison pour laquelle c'est une carte interactive qui s'alimente au fur et à mesure. Donc, on va aller, hop, je vais arrêter le partage. Donc, si vous avez des questions, on y répondra à la fin. C'est à toi de prendre la main. Je vais me remettre sur le poids. Donc, on aura la possibilité d'y répondre à la fin de la présentation. Voilà. Donc là, on va vous parler des principaux éléments d'information recueillis. Alors, cette étude révèle de fortes disparités au niveau des territoires dans la nature et l'intensité des relations entre les missions locales et les conseils départementaux. Alors, les données recueillies qui ne sont pas exhaustives, hein, mais qui nous donnent des éléments d'information, permettent d'établir une typologie particulière. Donc, cette typologie relève que 36,7% des structures déclarent avoir des conventions socles stables, avec des relations anciennes et souvent pluriannuelles. 8% des structures qui ont répondu déclarent avoir répondu à des marchés publics. Alors, ces marchés publics, comme vous le savez, sont souvent des partenariats contractualisés dans le cadre d'appels à projets départementaux, souvent annuels et très souvent soumis à concurrence. 31,3% des structures déclarent avoir d'autres types de partenariats, tels que des phases individuelles ou collectives, des conventions spécifiques et des subventions thématiques, telles que, par exemple, l'intervention de psychologues sur les structures pour accompagner les personnes. Et surtout, 39
des structures déclarent ne pas avoir de convention active en 2025. Alors, la particularité, c'est que, en fait, il y a 3 types de territoires qu'on peut mettre en avant. Vous avez donc des territoires à zone consolidée. Voilà, donc ça représente à peu près un tiers des départements recensés. Ces départements disposent d'un cadre, comme je l'ai dit tout à l'heure, contractuel, structuré, stable, souvent copiloté et souvent ancien, c'est-à-dire plus de 5 ans. Les financements aussi entre 50 000 et 200 000 euros selon la taille du territoire. Et les jeunes BRSA ils bénéficient d'un accompagnement stable, articulé entre la collaboration entre France Travail et les fonds d'aide aux jeunes. Nous avons ensuite les territoires à partenariat éclatés en régression, qui représentent 40% des structures ayant répondu. Alors, ces structures connaissent des relations contractuelles discontinues, souvent centrées sur des dispositifs spécifiques, connaissent aussi la fin de conventions historiques ou l'absence de renouvellement depuis 2024, des financements résiduels voire nuls, ce qui les amène à avoir recours ponctuellement à des appels à projets, et ont des difficultés de coordination entre les différents acteurs et des ruptures d'accompagnement pour les jeunes BRSA. Et nous avons enfin le 3e type de territoire qui est en recomposition et qui représente à peu près 25% des structures qui y ont répondu. On note des négociations en cours pour la mise en place d'un nouveau cadre de partenariat, d'une volonté affichée de rétablir un partenariat, mais souvent sans moyens financiers associés, et à savoir que ces territoires témoignent d'un climat d'attente et d'incertitude, donc les missions locales continuant d'intervenir sans financement. Donc cette mosaïque traduit bien évidemment des volontés locales très variables, et on aura l'occasion d'y revenir dessus. Ensuite, nous avons des partenariats historiques qui se fragilisent. Donc, on vous a mis un petit graphique qui montre que l'ancienneté des partenariats. Donc, les conventions de plus de 5 ans, qui représentent 50% des structures qui ont répondu. On note aussi une part importante des missions locales qui ont répondu, qui présentent une diminution de leur financement avec les conseils départementaux, quand ce n'est pas une suppression. Et les procédures se complexifient, et les relations deviennent plus administratives que stratégiques. Nous avons aussi noté des évolutions des financements entre 2024, donc l'étude qui avait été menée, et la dernière enquête de 2025. Donc, différents modes de contribution financière. Donc, vous avez presque 37% des structures qui ont répondu qui sont sans financement. Donc, à peu près 17% de moins de 20 000 euros à 50 000 euros, donc qui représente à peu près 35% en tout. 14% des structures qui ont répondu entre 50 000 et 100 000 euros. Et plus on avance dans les chiffres, et moins il y a de structures. Bon, de toute façon, il n'y a pas énormément de structures il n'y a que 2%, c'est-à-dire à peu près 2 missions locales qui ont plus de 300 000 euros de financement. Alors, plus de 40% des structures conventionnées signalent une baisse des subventions en 2025. Donc, ces baisses oscillent entre 5% et 80%. En moyenne, ça fait moins 12% lorsque la subvention n'est pas totalement supprimée. Ok. Alors, ce qui ressort de l'enquête sur les effets de la loi pour le plein emploi, donc sans trop de surprise, 60% des missions locales estiment dans cette enquête que leurs relations avec les conseils départementaux se sont affaiblies depuis 2024. Avec une répartition des rôles entre l'État, France Travail et les départements qui demeurent parfois floues pour nous et qui entraînent une véritable zone grise institutionnelle. Cette lecture de la mise en œuvre de la loi pour le plein emploi, elle diffère en fait assez fortement d'un territoire à l'autre, et notamment il y a des conseils départementaux qui considèrent que la mission locale faisant partie du réseau pour l'emploi doit intégrer dans son droit commun l'accompagnement renforcé des jeunes BRSA sans convention financière
particulière. Bien que cette question ait été clarifiée par la DGEFP avec le question-réponse qui nous avait été envoyé en juillet par l'UNML et avec l'ajout en plus sur une question très précise où la DGEFP a tranché en septembre, où il était clairement écrit que si le conseil départemental souhaitait réorienter les jeunes vers les missions locales, une convention financière devait être conclue par le CD. Cette question demeure quand même sur pas mal de territoires encore flous, puisqu'il y a des territoires pour lesquels les conseils départementaux ont arrêté des financements spécifiques aux missions locales parce qu'ils considéraient que, comme France Travail, les missions locales devaient prendre en charge cet accompagnement sur le droit commun. Donc, ça reste encore pas tout à fait clair sur l'ensemble du territoire. On va passer à l'organisation et ressources du partenariat avec les conseils départementaux et je donne la parole à Guillaume Stoller. Bonjour à tous. Sur l'organisation et les ressources des partenariats avec les conseils départementaux, on s'aperçoit que l'étude nous indique que la dynamique partenariale est fortement influencée par la typologie et la structuration des missions locales. En effet, 61% des missions locales répondantes disposent d'un cadre formalisé avec leur département. Les autres missions locales fonctionnant sans convention et donc sans financement. Et la taille et la structuration interne des missions locales influencent fortement leur stabilité partenariale. De manière générale, plus une mission locale est importante, plus le partenariat est formalisé. Cependant, on peut s'apercevoir que dans le panel des structures répondantes, de toutes petites structures peuvent avoir aussi un très fort partenariat. L'étude traduit donc 3 axes forts, des missions locales supérieures à 100 salariés, très grande stabilité, elles sont quasi toutes conventionnées, autant sur le socle que sur le spécifique. Pour les missions locales de taille moyenne de 21 à 49 salariés, qui est quand même le socle commun de nos missions locales sur le territoire, une forte variabilité selon les territoires. Et pour les missions locales inférieures à 20 salariés, ce sont des conventionnements généralement uniques. On s'est rendu compte dans les répondants sur l'étude que 3/4 des petites missions locales de 0 à 10 agents disposent d'un partenariat formalisé. Pour le reste, le taux de conventionnement augmente avec la taille de la structure. Alors, peut-être sur cette slide spécifiée quand même, sur les petites missions locales, les de 1 à 10 salariés, c'est que 4 missions locales qui ont répondu. Peut-être que ceci explique le 75%. Donc, on n'a que 4 missions locales. Sur les missions locales de 11 à 20 salariés, on a 32 missions locales qui ont répondu. Sur les missions locales qui comprennent entre 21 et 49 salariés, 86 missions locales ont répondu. De 50 à 100, 20 missions locales. De 101 à 200, 6 missions locales. Et plus de 200, il y en a 2. Voilà. L'enquête nous révèle aussi que nous avons de fortes disparités sur les ressources humaines mobilisées à partir du moment où une structure est conventionnée ou ne l'est pas. En effet, avec convention, nous avons de manière quasi systématique des équivalents temps plein identifiés, un accompagnement structuré, plus intensif avec des CSP dédiés, ce qui permet d'avoir un niveau d'expertise plus élevé en direction de ces publics BRSA. Sans convention, l'accompagnement reste informel, moins intensif et spécifique, avec des ETP qui ne sont pas forcément dédiés à l'accompagnement de ces publics. Dans les territoires non conventionnés, les jeunes BRSA sont obligatoirement en dehors des CEG et PACA, car, comme ça a été précisé par Stéphanie tout à l'heure, légalement, il n'est pas possible de les accompagner avec ces dispositifs sans convention. L'intensité du suivi reste insuffisante au regard des besoins sociaux et de la santé. Les conseillers sont souvent surchargés et manquent de formation sur ces volets sociaux. Nous pouvons donc aisément dire que les conventionnements permettent aux missions locales la mise en place d'un accompagnement fort et qualitatif en direction des jeunes BRSA. En effet, à partir du moment où un partenariat est formalisé, le réseau peut intervenir sur des champs aussi divers et variés tels que l'orientation, l'accompagnement social, notamment les mères isolées et la parentalité, l'accompagnement à la santé ou tout autre champ en lien avec l'insertion des jeunes de 18 à 25 ans. L'ensemble de ces offres de services peuvent se cumuler et ne sont pas uniquement soumises à des objectifs de montée en charge, même si celles-ci restent majoritaires.
En effet, on se rend compte que sur les 93 missions locales conventionnées ayant répondu à l'étude, 44% le sont sur des objectifs de montée en charge et 25% le sont sur l'atteinte de sorties positives. Et très souvent, des missions locales sont conventionnées, objectivées sur ces deux volets. Alors, afin d'étayer nos propos sur la nécessité d'établir des partenariats formalisés entre un conseil départemental et une mission locale, on a fait le choix de faire un zoom sur les actions en direction des jeunes BRSA qui se sont tenues sur le territoire marseillais depuis 2016. Ce zoom-là montre la nécessité d'établir des conventions et les gains pour les conseils départementaux et par ricochet pour les jeunes. Donc, cette étude s'est basée sur deux actions qui sont en cours à la mission locale de Marseille depuis 2016, une depuis 2016 et une depuis 2020, qui concernent environ un volume de jeunes accompagnés de 500 jeunes par an. Nous avons fait un zoom sur les actions et la convention 2024-2025 qui ont concerné 457 jeunes au BRSA, suivis sur un an, pour 6 postes équivalents temps plein, avec un objectif de 50% de jeunes en sortie positive, que ce soit formation ou emploi. Donc, on s'aperçoit que sur la subvention allouée par le conseil départemental en 2024-2025 pour la mission locale de Marseille, qui était de 300 000 €, les économies réalisées suite à l'arrêt du RSA sur les jeunes qui sont sortis en dispositif est de 516 711 €. Donc, un gain substantiel pour le conseil départemental 13 de 216 711 €, ce qui fait sur 5 ans, en sachant que nous maintenons ces chiffres de sortie positive régulièrement chaque année, un gain substantiel de 1 million d'euros. Donc, nous nous sommes essayés à ce calcul afin de montrer la plus-value réelle de l'apport des missions locales dans le cadre d'un partenariat formalisé. Ce qui serait intéressant par la suite, notamment dans les groupes de travail qui seront évoqués tout à l'heure, c'est de pouvoir avoir une vision un peu plus large sur le territoire et plus juste possible pour essayer de voir, pour essayer de chiffrer de façon précise l'apport des missions locales dans les économies réalisées pour un conseil départemental. Donc, cette action a une valeur indicative, mais qui est quand même assez parlante sur les effets produits sur le terrain. Pour finir, sur les principales problématiques rencontrées dans le cadre de cette étude. Donc, plusieurs problématiques qui mettent en lumière les difficultés dans lesquelles se trouve le réseau, et notamment à divers niveaux, notamment un pilotage institutionnel flou et inégal, une coordination territoriale partielle, des moyens humains et financiers insuffisants, une faible lisibilité du cadre de l'action, ce qui peut engendrer aussi parfois une mobilisation difficile des publics jeunes BRSA. L'ensemble de ces fragilités peuvent compromettre à moyen ou court terme la continuité du service public de l'insertion. Je reprends la même, merci. Donc évidemment, ce qui est présenté ici, encore une fois, ne vaut pas parole de l'ensemble des missions locales, mais bien ce qui est remonté par rapport à l'enquête, hein. Donc on n'est vraiment que sur de l'indicatif. Alors, de cette enquête, il y a quelques pistes de réflexion et de propositions. Donc, on a souhaité les partager avec vous. Alors, ça ne constitue pas des propositions travaillées, partagées avec l'ensemble du réseau, mais un éclairage sur quelques propositions qui ont été formulées par des missions locales et qui sont revenues le plus fréquemment. Donc, il y a 4 axes, vous verrez, il y a des redondances. Alors, ce qui remonte avant tout, c'est l'élaboration d'un accord cadre tripartite, État, département, mission locale, pour définir les responsabilités, les financements et travailler sur des indicateurs qui seraient communs. Il est remonté également dans les verbatims de faire une proposition au conseil départemental d'une offre de services spécifique sur l'accompagnement des publics BRSA en valorisant le savoir-faire des missions locales sur l'accompagnement des jeunes. Donc l'hypothèse serait de dire que les jeunes BRSA ont d'autres besoins que les bénéficiaires du RSA dans leur ensemble et avoir une approche très ciblée, en tout cas, sur ces publics-là.
Un autre axe qui ressort, c'est la consolidation territoriale. C'est pas mal ressorti, notamment sur les territoires ruraux, où il est question d'adapter les moyens aux réalités locales. Et de pouvoir aller sur des réalités qui sont différentes, sur la question de la mobilité en zone rurale, sur une coordination en zone urbaine plus importante, et de prendre en compte et de considérer les spécificités ultramarines. Il ressort également la proposition de favoriser la mutualisation interrégionale et les échanges de pratiques sur cet accompagnement-là. On revient sur la stabilité des moyens financiers. Donc, il y a eu également la proposition d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens, qu'on puisse flécher des crédits RSA jeunes pour garantir leur lisibilité. Et puis, alors, une proposition de diversifier les sources de financement, peut-être sur du FSE, sur du FAGE, en sachant que cette proposition aurait comme conséquence d'établir et d'acter le fait que les conseils départementaux se retireraient du financement de l'accompagnement des jeunes BRSA. Donc voilà, c'est des pistes qu'il faut quand même bien réfléchir. Et puis le dernier axe, c'est évidemment le renforcement des moyens humains, avec une proposition sur le développement d'un plan national de formation de nos conseillers sur le public jeune BRSA, et notamment un renforcement de la formation sur tout ce qui touche l'accompagnement plutôt social, la santé mentale et la parentalité, qui sont des thématiques extrêmement présentes dans ces parcours-là. Et il est également question de créer des postes de référents RSA jeunes mutualisables, et notamment pour les missions locales de taille moyenne ou les petites missions locales. Alors, rapidement en conclusion, l'enquête 2025, encore une fois, n'est que représentative. On peut dire que la réussite de l'accompagnement renforcé des jeunes BRSA dépendra de la clarté du cadre national et de sa mise en œuvre, de la stabilité financière et de la qualité de l'offre de services que l'on sera en capacité de proposer. Les missions locales restent quand même et demeurent en première ligne sur l'accompagnement des jeunes BRSA. Et ce qui est important, je pense, de noter, c'est que s'il y a une rencontre avec l'Assemblée des départements de France, il faut arriver avec des propositions. Et donc, il y a vraiment 3 axes qui semblent se dégager. C'est être en capacité de montrer ce que l'on a développé, ce que le réseau a développé, ce que l'on fait par rapport à ces publics-là, ce que l'on sait faire, et puis pourquoi pas développer la piste de pouvoir chiffrer sur les économies que le réseau arrive à réaliser auprès des conseils départementaux. Et là, du coup, on vous présente le rétro-planning prévisionnel pour la suite de ce travail avec la mise en place du groupe ressources. Voilà. Alors, en train de poursuivre ce travail d'analyse et de rentrer un peu plus dans l'opérationnalité, l'idée est de proposer la mise en place d'un groupe de ressources nationales constitué de professionnels de terrain qui travaillent au quotidien en direction des publics jeunes BRSA sur le territoire. Alors, l'objectif de ce groupe de travail se décline en 3 temps forts que je vais vous évoquer maintenant. Premier temps fort, la constitution du groupe de ressources nationales autour de 4 réunions en visio qui se dérouleront entre décembre 2025 et janvier 2026, qui aura pour objectif de travailler sur le cadrage et la mise en route d'un travail collaboratif, le partage d'expériences, la capitalisation des apports. Les objectifs seront aussi divers que variés, tels que le recensement et le choix des thématiques, le partage et la traduction de pratiques en process, et essayer d'identifier les leviers d'action. Pour cela, on a déjà réfléchi à quelques thématiques de travail, telles que la connaissance des publics BRSA, le recensement des bonnes pratiques, parcours type, offre de services proposés aux jeunes, le témoignage de parcours de jeunes accompagnés,
afin aussi d'en mesurer l'impact, quels sont les indicateurs utilisés aujourd'hui et quels indicateurs complémentaires seraient utiles pour mieux démontrer les effets de notre accompagnement, tel que évoqué dans la slide 14 tout à l'heure. Ensuite, la mise en place d'un séminaire national qui aura lieu le 6 février sur Marseille et qui aura pour objectif la restitution des travaux du groupe ressources, essayer de finaliser les propositions au sein d'ateliers collaboratifs, valoriser les témoignages de coopération réussie entre conseils départementaux et missions locales, et, pour finir, apporter un éclairage externe par un intervenant expert sur les jeunes bénéficiaires du RSA et l'apport des missions locales sur ces publics-là. Et pour finir, la mise en place d'un guide qui sera décliné en 2 parties afin d'outiller les missions locales dans la négociation avec les CD et qui portera sur des modalités de conventionnement adaptées, une boîte à outils d'offres de services d'accompagnement des jeunes BRSA missions locales pour essayer au sein des territoires et au quotidien de négocier avec les conseils départementaux sur la plus-value et l'apport du réseau en direction de ces publics. Voilà, nous en avons terminé. Donc, on finit, on vous laisse nos coordonnées. Voilà. Pour les personnes qui sont intéressées, avant de prendre les questions, pour les personnes qui sont intéressées, normalement, vous avez dans les commentaires, vous avez le lien. C'est un form très simple, un lien pour les missions locales qui souhaitent participer à ce groupe pour que vous puissiez vous inscrire et ça nous permettra ensuite de revenir vers vous pour vous envoyer le lien de connexion sur la prochaine réunion. Ça sera le 11 décembre. Voilà, Frédéric. Merci beaucoup pour cette présentation très complète de l'enquête et qui revient parfaitement sur ce que les missions locales ont pu vous faire remonter. Ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre un temps de questions-réponses. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes déjà dans le chat. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent prendre la parole? Alors, je vais peut-être prendre les questions. Ah ben, parfait. Donc, dans l'ordre, Anne-Marie Sauchon. Oui, Je vous laisse bonjour, rallumer votre Anne-Marie micro. Sauchon, oui. Mission locale d'Angers, dans les Pays de la Loire. Aujourd'hui, on n'a pas de convention avec le CD. On a eu des négociations très tendues sur la première partie de l'année, avant du coup cette note qu'on a eue de la DGEFP et de l'UNML sur juillet. À un moment donné, j'ai entendu une information donnée en septembre sur le conventionnement financier. Je voudrais revenir dessus parce que ça m'a mis des doutes, parce que moi, à part l'information qu'on a eue en juillet, le 10 juillet, datée du 10 juillet, je n'ai pas reçu d'autres informations. Oui, tout à fait ça. En fait, on avait fait un renvoi en fait de toutes ces informations-là, mais la dernière mise à jour par la DGEFP de cette note est bien du 10 juillet, qui est sous la forme d'une foire aux questions. Et donc, on est resté sur cette version-là qui explique bien qu'on confirme le droit du travail et que la loi pour le plein emploi ne vient pas remettre en question le code du travail. Et donc, il faut bien une convention entre la mission locale et le département pour pouvoir accompagner les jeunes en SEG et en PACEA. C'est bien ce document-là du 10 juillet qui fait foi. Pardon, excusez-moi. On parle d'une convention, mais est-ce qu'on parle d'une convention financière? Alors, le texte de la DGEFP fait bien mention d'une convention financière. Ils disent qu'il faut préférer une D'accord. convention financière. Après, je pense que vos départements respectifs vous ont opposé exactement le même article que celui dont je vais vous parler, qui est l'article 72 de la Constitution de libre administration des collectivités. Et là, vous avez aussi un principe de libre administration de votre côté, ce qui fait que si vous souhaitez faire une convention non financière ou si le département vous propose une convention non financière, elle est légalement valable. Est-ce qu'elle est acceptable? Ça, c'est une autre question, c'est aux deux parties de le déterminer. En revanche, elle est juridiquement valable. Et il y a aujourd'hui des conventions non financières qui existent dans l'accompagnement des jeunes BRSA. Il y en a peu, mais elles existent. Et merci, Ouais. Frédéric. Je vous en prie. La parole est à Madame Karine
Bugeja, je suis désolée si j'écorne votre nom. J'ai Gratine. Bugeja, merci. Direction de la mission locale de Lille, donc département du Nord, sans convention avec le département, sauf sur le CLAGE, donc on va dire que ça ne compte pas, c'est pas mission locale. Moi, je voulais savoir si, via l'enquête, en fait, l'ensemble des départements sont couverts et s'il y a des pratiques en gros par département, ou c'est lié à des missions locales, parce que les grosses missions locales seraient mieux conventionnées, mais dans les grosses missions locales, on a les départementales, donc là, par définition, elles ont une convention avec leur département. Mais dans les grosses missions locales, il y a notamment, on est plusieurs dans le Nord, et nous, voilà, c'est très... en l'occurrence, on a demain une rencontre avec le département du Nord et un certain nombre de missions locales du Nord, sous l'égide de l'État. Ça vous dit l'état des relations. Et donc, on se demandait s'il y avait sur quelles bonnes pratiques de département on pouvait s'appuyer, et d'autant plus que la vice-présidente en charge de l'insertion et l'emploi est à l'Association des départements de France. Donc, voilà. Quel département on peut lui présenter comme bonne pratique de conventionnement avec les missions locales? Alors, bonjour Karine. Donc déjà, tous les départements n'ont pas répondu, hein, puisqu'on couvre 83 départements. Pour zoomer par département, la cartographie permet d'aller voir département par département et a fait remonter en tout cas la cartographie et la traduction de ce qui a été remonté. Donc effectivement, hein, Lille et le département du Nord, ben, il n'y a pas de convention, c'est très clair. Et vous pouvez aller voir sur les autres départements. On pourrait, dans le groupe ressources, effectivement, partir des territoires où ça marche bien, ou du moins ça marchait bien. Nous, sur le 13, ça marchait pas trop mal, on va dire, jusqu'alors. Mais on pourrait effectivement peut-être commencer par creuser sur des exemples positifs de partenariats assez avancés sur quelques départements. Il y en a d'autres, hein, mais oui, ça peut être une bonne idée. Pour le reste des informations, vous avez tout sur la cartographie, et quand on vous enverra, je pense que c'est Frédéric ou moi, quand on vous enverra le PowerPoint, vous aurez dans le PowerPoint le lien direct sur la cartographie, et vous pourrez aller voir en cliquant les départements que vous souhaitez consulter. Alors, je passe la parole à Pierre Sébélieu. Oui, bonjour. Pierre Sébélieu, mission locale de Saint-Pierre, l'île de la Réunion. Petite particularité de la Réunion et de 2 ou 3 départements, ou de 4, je crois, Mayotte, le 9-3 et la Guyane de mémoire, le RSA a été recentralisé. C'est-à-dire c'est la CAF qui gère en direct le RSA, c'est plus le département. Quoi qu'il en soit, on avait, dans le cadre du plan pauvreté, un financement département pour la gestion des publics BRSA, et là on en a un depuis 2025 avec l'État. Là où je voudrais poser ma question, c'est sur le volume. Est-ce que vous pouvez nous donner le volume de jeunes BRSA, par exemple, orientés vers les missions locales? Pour vous donner un ordre d'idée, nous en général, on a à peu près 50 par mois, d'accord? De nouveaux inscrits, enfin de nouveaux jeunes bénéficiant du RSA. À peu près 50, donc ça fait voilà, 600 sur l'année. Et ma deuxième question, c'était dans le cadre du RPE. Je m'occupe un peu du SI aussi, c'est de savoir comment ils atterrissent entre guillemets dans votre système d'information, et s'ils atterrissent dans votre système d'information. Et ma troisième question, c'est sur les critères d'orientation. Parce que nous, la CAF a développé avec un prestataire un logiciel qui s'appelle Espoir. S-E-S-P-O-A-R, chaque lettre, bien sûr, veut dire quelque chose, mais ne me demandez pas quoi. Quoi qu'il en soit, ce dispositif va au-delà du questionnaire des 14 questions du RPE.
C'est-à-dire, imaginons que le questionnaire RPE oriente un jeune vers France Travail pour être accompagné. S'il a de moins de 26 ans, d'office, il est réorienté, entre guillemets, vers la mission locale. D'accord? Donc, je voulais juste savoir comment comment un jeune est orienté vers la mission locale, ou tout simplement du moment qu'il a entre 16 et 25 ans, c'est la mission locale qui s'en occupe. Et la particularité qui, je pense qu'on n'est pas une, nous, 80% de nos jeunes BRSA sont soit des futures mamans ou soit des jeunes mamans. Merci à vous. Merci. Alors, sur les publics, effectivement, ce sont les mêmes. Par contre, sur cette question d'orientation, les réponses sont très diverses parce qu'il n'y a pas d'orientation cadrée et systématisée dans le cadre du RPE. Donc, vous avez une convention, si j'ai bien compris, hein, avec le conseil départemental, avec la CAF, et vous avez automatiquement les jeunes et vous avez un financement. D'un territoire à l'autre, les choses sont différentes. Il n'y a pas systématiquement une orientation des publics jeunes BRSA sur les missions locales et s'il n'y a pas de convention. S'il y a une convention, pour certains, en tout cas, moi, je peux parler de notre département, il y a une orientation spécifique, mais dans le cadre de ce financement. Donc, effectivement, sur comment on oriente les jeunes, à quelles conditions et sur quels critères, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut effectivement qu'on travaille pour harmoniser et faire en tout cas des propositions, que le réseau fasse des propositions par rapport à ces orientations. Mais la question que vous soulevez est très juste et n'est pas du tout harmonisée sur l'ensemble du territoire. Ça dépend du lien qu'a la mission locale avec son conseil départemental. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'enquête. Pour la suite, je vais passer la parole à Martine Audy, puis Benjamin Martin après. Martine Audy, je vous laisse rallumer votre micro. Merci, bonjour. Je suis désolée, j'ai un problème de caméra. Oui, alors moi, je suis vivement intéressée par le groupe de travail, effectivement, mais nous n'avons pas vu le lien dans la conversation. Je pense que vous le mettrez après. Deux points. Alors, on est sur un territoire semi-rural. Hein. On a à peu près 350 jeunes bénéficiaires du RSA en accompagnement. On a une convention, et nous sommes en marché public depuis 2022, mais on a une convention, les 4 missions locales des Ardennes. Je suis la mission locale de Sedan, je ne me suis pas présentée. Nous travaillons avec le conseil départemental depuis 2010. Sur des conventions avant qui étaient notamment dans le PDI. Et depuis 2022, on est en marché public. C'est assez compliqué en termes de rendu d'informations, puisque c'est adossé également avec du FSE. En tout état de cause, moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans la présentation que vous avez réalisée, c'est le fait de pouvoir calculer les économies que cela représente pour les conseils départementaux. Ça, je pense que ce sera un point important. Ensuite, d'avoir des bonnes pratiques parce que la remontée est vraiment très complexe, en tout cas pour notre territoire. Je n'ai pas vu si j'avais des collègues qui étaient également sur la visio, mais qui pourront peut-être compléter. À noter, nous, on ne les rentre pas en siège, ces jeunes, de façon à ne pas prendre la place pour d'autres jeunes et on continue à les accompagner. Mais au départ, on nous avait dit qu'on ne devait pas les mettre en siège. Alors, je ne sais pas si c'est local ou comme décision, enfin, en tout cas, si c'est départemental. Et puis, ils n'ont pas accès au FAGE, hein, ces jeunes-là, chez nous. Hein. Le règlement du FAGE, les jeunes bénéficiaires du RSA ne sont pas... en tout cas, ne peuvent pas y prétendre. Voilà ce que je voulais dire, mais je suis vraiment intéressée par cette réflexion et ce groupe de travail, et merci d'avoir fait ce travail pertinent. Voilà. Ben, merci pour votre retour. Et, alors, le lien, vous l'avez au tout début de la conversation. Hein, voilà. Ok, je vais aller... Je l'ai remis, voilà. Je l'ai remis en visibilité au cas où. Merci. Benjamin... Voilà, merci. Benjamin Martin. Bonjour, Benjamin Martin, directeur de la mission locale du Pays de Bourges. Donc nous, on est en train de travailler on essaie de travailler avec le conseil départemental et ses
extrêmement tendu, hein, au point où il nous supprime la subvention du FAGE collectif sur les interventions de psychologues. J'imagine pour flécher l'argent sur l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Donc moi, du coup, j'avais une question, c'était s'il y a un coût moyen, si on peut dégager un coût moyen de l'enquête. Et puis ce que vient de poser comme question la collègue sur l'impossibilité d'accompagner ces jeunes dans le cadre du SEG et du PACEA. Puisque là, du coup, si on peut les intégrer, on aurait plutôt des financements pour faire la partie administrative, mais si on ne peut pas les intégrer sur le SEG et le PACEA, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse de l'accompagnement. Et le tarif ne sera pas le même. Et notre département n'a pas l'air très enclin, il est très 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 en difficulté, mais il n'a pas l'air très enclin à nous financer. Je ne sais pas s'il y a une étude qui a été faite sur le coût moyen d'un accompagnement jeune bébé RSA. Voilà. Merci. Alors, le coût... Oui, pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Enfin, le coût moyen, ça ne ressort pas de l'enquête. Il y a des exemples. Voilà, par exemple, sur Marseille, nous, c'est 500 € hein, par jeune, mais il n'y a pas de nom. L'enquête ne fait pas ressortir un coût moyen, mais on pourrait, pourquoi pas, l'interroger. Et puis sur cette question du PACEA et du SEG, alors c'est vrai que quand, enfin, la véritable question qui se pose, à mon sens, c'est que s'ils ne viennent pas financer sur des actions spécifiques les jeunes RSA et qu'on le prend sur notre droit commun, alors que c'est les départements qui ont la compétence, en tout cas, à ces accompagnements, si ça bascule sur notre droit commun, c'est des places en moins pour les autres jeunes. C'est ça aussi, cette question. Hein, nous, sur le département, on s'est beaucoup battu sur ça et pour qu'on puisse préserver ces actions spécifiques. Mais donc, heureusement, pour l'instant, que la DGEFP s'est bien positionné en disant que cet accompagnement-là renforcé devait être assorti d'une convention financière. Mais c'est tout le bras de fer, en fait, actuel. C'est que les conseils départementaux sont dans une logique d'économie. Ce réseau pour l'emploi, pour eux, c'est une opportunité de dire ces publics-là vont être accompagnés sur le droit commun, puisqu'il existe le SEG qui ressemble, puisqu'ils se sont inspirés du SEG pour mettre en œuvre leur accompagnement renforcé avec les 15-20 heures d'activité. Donc, pour eux, vraiment, et j'ai eu encore la semaine dernière un échange avec la direction de l'insertion du conseil départemental du 13, même en mettant en avant le question-réponse, pour eux, non, les missions locales font partie du réseau pour l'emploi et on doit le prendre sur notre droit commun, donc c'est-à-dire, quelque part, enlever des places aux autres jeunes. Et c'est sur ça, à mon sens, où il faut qu'on puisse faire des propositions et se battre parce que ça nous enlève vraiment des moyens. Voilà, mais on regardera par rapport à votre question et on regardera avec l'UNML comment on pourrait effectivement, avec les éléments que l'on a, arriver à un coût moyen par jeune. Mais hormis des exemples, je ne peux pas vous répondre de façon comment dire, confirmée en tout cas sur cette question-là. Merci. Je passe la parole à Aurélia Verpillot et puis ensuite Stéphanie Hurel. Bonjour, donc Aurélia Verpillot, directrice de la mission locale Alpes-Sud-Isère. Donc au niveau de l'Isère, nous en sommes à être dans les négociations avec le département, l'État essaye d'impulser cela avec le département et les missions locales puisque nous n'avons pas de convention. Tout à l'heure, il y a une préconisation, je notais qu'il y avait une préconisation d'un conventionnement tripartite État, département, mission locale. Ma question était quel intérêt d'intégrer l'État dans ce conventionnement?
Alors, il me semble que sur cette partie-là, c'était une des propositions qui avait été faite par les missions locales, mais il ne s'agit pas d'une recommandation du réseau. Là, il faut savoir qu'il y a plusieurs éléments qui existent. Ce que nous dit la loi, c'est que quand il y a une convention tripartite qui peut exister dans le cadre d'une CPO, dans ces cas-là, le côté financier et possibilité d'accompagner en SEG et en PACA est directement organisé dans cette convention tripartite. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que c'est assez peu le cas, cette CPO État-département mission locale. La plupart du temps, c'est une convention toute simple, enfin une convention entre deux acteurs, CD et mission locale. Donc, il n'y a pas forcément à ce stade de préconisation de notre part d'aller vers ce type de convention tripartite. Après, s'il ressort des groupes de travail, que c'est quelque chose qui est plus facilitant, peut-être que c'est un conseil vers lequel on pourra se diriger, mais en tout cas, à ce stade, il s'agit surtout d'une idée qui est ressortie de l'enquête. Est-ce que si on inclut l'État dans le conventionnement, on ne prend pas le risque justement d'émarger plus sur nos PACA et nos SEG avec les jeunes BRSA? Alors, ça, après, c'est les modalités de la convention. Et le problème, c'est que chaque département a sa convention et a ses modalités. C'est un peu la difficulté à laquelle on est confronté. C'est-à-dire que mettre un cadre national sur une politique qui est décentralisée, c'est compliqué, surtout que souvent, la convention, elle va être écrite sous l'impulsion du département. C'est assez rare que ce soit les missions locales qui posent une convention sur la table. Bon, ça changera peut-être, mais là, c'est plutôt le département qui fait la proposition. Sur le recours au SEG et au PACA, dans les discussions que nous, on pouvait avoir avec Départements de France, bien sûr que de leur côté, ils se disent, vous prenez tous les jeunes qu'on vous envoie, vous les entrez en SEG et en fait, c'est réglé. Sauf qu'on leur explique que l'entrée en SEG n'est pas un droit ouvert et surtout qu'aujourd'hui, il est plafonné. Ça veut dire que là, aujourd'hui, les départements nous opposent la possibilité d'entrer en SEG et en PACA. Et ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est basculer un peu le rapport de force, pas forcément contre eux, mais avec eux, et de se dire que ce dont on a besoin, c'est pas de diviser les places de SEG entre BRSA et les autres jeunes, mais c'est peut-être d'augmenter les places de SEG, tout court. Et que là, on a peut-être une coalition à avoir avec eux. Alors, je sais qu'avoir cette réflexion au stade de la discussion que vous avez avec les départements, qui sont plutôt à rechercher, à avoir un accompagnement gratuit des jeunes dont ils ont la compétence, c'est pas forcément d'une évidence criante, mais c'est le rapport de force qu'il faut qu'on arrive à engager sur la suite de l'année. Merci. Stéphanie Hurel, puis Martine Audy à nouveau. Stéphanie Hurel, vous avez la parole et on ne vous entend pas. Vous devez avoir un problème de micro de votre côté. Martine Audy, je vous propose de prendre la suite. Ok, très bien. Je voulais revenir sur deux points que vous avez évoqués après. Justement, en parlant de possibilités de cofinancement avec l'État. Alors, cette année, sur notre marché public, on a eu une forte hausse de notre financement, mais c'est lié à des fonds d'État. C'est-à-dire que l'État, alors je ne me souviens plus sur quelle ligne budgétaire, mais la DETS nous avait alerté sur le fait qu'il renforçait le CD sur une ligne budgétaire et que de ce fait, nous avions une hausse de notre montant sur le marché public. En fait, on est passé de 34 000 à 80 000 cette année. Et je vous dis, on suit à peu près 350 à 400 jeunes bénéficiaires du RSA sur notre territoire. On est un petit territoire, hein, on est 23 ETP. Et une autre chose également, c'est qu'il faut être attentif. Effectivement, on accompagne les jeunes, mais ça, c'est le droit commun, qu'ils soient bénéficiaires du RSA ou non. Et nous, on ne met pas quelque part dans le lot l'accompagnement, c'est plutôt le rendu compte qu'ils financent, puisque l'accompagnement, on est censé le faire par le droit commun, et c'est notre mission. Mais c'est plutôt mettre en avant le rendu compte de ce qui est demandé. Mais quand il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, notamment sur la double saisie et tout ce qui nous impose dans... Je ne sais pas si tout le monde est confronté à ça, je pense qu'on le verra dans les ateliers, les différents ateliers qu'on aura. Et également, notre marché public ne prévoit pas un volume maximum, c'est-à-dire qu'on doit prendre tous les jeunes qui nous orientent, ce qui n'est pas
pas simple non plus. Voilà. Merci beaucoup. Oui, sur la financiarisation du rendu compte, on a vu aussi qu'il y avait des conventions qui effectivement prévoyaient pas de délégation, ni d'orientation, ni d'accompagnement, mais qui prévoyaient qu'une partie de modalités effectivement de rendu compte, et ça dépend encore de ce que pratiquent les conseils départementaux. Et l'idée, c'est aussi de faire monter en gamme un petit peu ces conventions, à la fois qu'elles deviennent, si possible, toutes financières. Ça reste voilà, de l'ordre d'un travail sur l'année. Et ensuite, à la fois qu'elles prennent en compte le rendu compte qui est demandé, mais aussi le coût de l'accompagnement, comme le disait Benjamin Martin. Je voyais dans le chat aussi une question sur l'entrée des jeunes BRSA en SEJ ou en PACEA, s'ils étaient orientés via France Travail. J'ai cru comprendre en tout cas que c'était ça la question. Là aussi, la DGFP s'est prononcée, puisqu'on avait des cas où les jeunes BRSA arrivaient à la mission locale en passant par France Travail. Et là, ce que dit la DGFP, c'est que peu importe le chemin qu'emprunte le jeune BRSA pour arriver jusqu'à la mission locale, s'il n'y a pas de convention, il n'y a pas d'entrée en SEJ ou en PACEA. Ils ont été clairs sur cette vision des choses. J'entends que bien sûr, cette vision des choses n'est pas partagée par tous, que nous, elle nous arrange, et que forcément, soit certains départements, soit certaines agences France Travail n'ont pas encore entièrement pris connaissance peut-être de ces messages depuis le mois de juillet. On peut essayer de vous repasser la parole, Stéphanie Hurel, si votre micro fonctionne. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc, je passe la parole à l'émission locale du 04 et je n'ai pas votre nom, pardon. Oui, pardon, Marie-Claude Lombard, directrice de la mission locale des Alpes de Haute-Provence. C'est moi qui ai posé la question. J'entends ce que dit la DGFP, il n'y a pas de souci là-dessus, si ce n'est que de ce que tout jeune qui s'inscrit à France Travail et qui est orienté par la mission locale, si j'ai bien compris, et derrière on nous marque un petit peu là-dessus, on est suivi, il faut que le jeune soit forcément en PACEA ou en CEJ. Donc, qu'il soit au RSA ou pas au RSA, moi j'ai juste comment on peut refuser quelque chose alors qu'à côté on exige qu'un jeune inscrit à France Travail suivi par la mission locale et soit en PACEA, soit en CEJ. Donc, automatiquement, le jeune, ou alors il y a quelque chose que je n'ai pas compris. C'est contradictoire avec ce qu'on nous demande de faire par rapport à la loi sur le plein emploi, où tout jeune inscrit accompagné par une mission locale, il est soit en PACEA, soit en CEJ. Et là, on nous dit, ben, s'il est au RSA, il n'est pas obligatoirement inscrit. Dites-moi comment on fait. Alors, l'objectif... Pardon. Ouais. Non, mais j'allais intervenir, Frédéric, mais parce que pour avoir géré du RSA dans une autre vie professionnelle, il n'y a que le président du département qui peut définir l'orientation, sauf s'il a délégué, dans le cadre de la loi pour plein emploi, à France Travail, le choix de définir qui est le référent RSA. Et donc, si il n'y a pas ça, c'est pas parce qu'il s'inscrit à France Travail et qu'il n'y a que le département qui pourra choisir qui est le référent du jeune. Et s'il n'y a pas de convention, ça ne peut pas être nous. Mais bon. Je suis d'accord, mais la loi RSA est au-delà de la loi LPE. Oui, je suis d'accord, mais moi, dans mon cas, ce n'est pas France Travail qui a l'orientation, c'est le conseil départemental. Donc, si le conseil départemental oriente vers la mission locale un jeune au RSA et un jeune inscrit à France Travail, nous, on a quand même les obligations, dans le cadre de la loi pour le plein emploi, de les mettre soit en PACEA, soit en CEJ. Alors, en fait, l'idée de la DGFP en venant reconfirmer le Code du travail, c'est de pousser le conventionnement département-mission locale. Ça veut dire en fait la conjonction de ces deux lois. Il n'y a pas de conflit de normes en réalité. On nous parle de conflit de normes et les départements nous parlent de conflit de normes, mais il n'y a pas de conflit de normes. La DGFP, l'idée, comme nous d'ailleurs, c'est de pousser vers le conventionnement. Parce qu'à accompagnement spécifique, financement spécifique. Donc le conseil départemental, même s'il vous oriente les jeunes, du moment où il n'y a pas une convention pour vous déléguer l'accompagnement, sous forme de CEJ ou de PACEA, vous ne pouvez pas légalement faire entrer les jeunes en CEJ ou en PACEA.
C'est pour ça qu'il faut que la délégation, elle soit entière. Mais le code du travail est au-dessus de la loi pour le plein emploi. Et si la loi pour le plein emploi vous dit que vous pouvez accompagner les jeunes qu'en CEJ ou en PACEA pour les bénéficiaires du RSA, le code du travail nous dit que la convention est nécessaire entre la mission locale et le code du travail. Et tout ça reconfirmé par la DGEFP. L'idée, c'est de pousser à ce conventionnement finalement. Oui, en fait, Je ce vous qui est dit, pose- c'est qu'il est d'abord bénéficiaire du RSA avant d'être jeune, quoi. Voilà. D'où l'orientation, ce qui a été dit par le conseil départemental qui a la responsabilité. Pardon, j'ai d'afficher la dernière question dans le chat. Quel est le risque de continuer à accompagner des jeunes BRSA en PACEA sans convention spécifique? En fait, surtout que normalement, c'est pas légal. C'est censé ne pas être légal. Normalement, vous n'êtes pas censé pouvoir le faire. Donc le risque, c'est que ce soit pas valable. Et après, vous vous engagez aussi soit à passer des CEJ qui ne pourront pas bénéficier à d'autres jeunes et à engager des financements PACEA qui ne sont pas soclés. Donc le risque, et puis le risque, il est aussi de faire boule de neige et de créer des précédents. Et si vous me permettez, le risque, c'est qu'il ait deux contrats d'engagement, un avec son référent RSA et puis un avec la loi pour le plein emploi. Sauf que le département, s'il fait défaut à un moment donné sur un des contrats, il ne pourra pas, enfin, il y aura une difficulté sur la légitimité du contrat d'engagement du jeune en lien avec le RSA. C'est le principe voilà, d'impossibilité du double accompagnement. Je vous propose qu'on prenne la dernière question et ensuite qu'on se quitte. Donc, je vous repasse la parole, Madame Lombardi. Oui, excusez-moi. Donc, si j'ai bien compris, un jeune, j'entends ce que vous dites, c'est pas légal, il y a l'histoire du double accompagnement, mais un jeune qui vient à la mission locale, qui est au RSA et qui est accompagné, même s'il est inscrit à France Travail et qui demande aussi à être accompagné. Moi, je suis sur un territoire très rural. J'ai des relations très particulières avec le CD et avec les jeunes. Donc, je me vois mal dire à un jeune, ben non, désolé, je ne te reçois pas, je ne t'accompagne pas. Donc, ça veut dire que je peux tout à fait l'accompagner, même s'il est inscrit à France Travail. Donc, effectivement, il a un accompagnement par ailleurs. Par contre, je fais comment concrètement par rapport à tout ce qu'on nous demande via IMILO d'activer le RPE et tout. Je ne l'active pas, je le mets en PAO. Il y a des contradictions, excusez-moi, j'entends les textes, j'entends le droit, j'entends tout ce que vous voulez. On est aussi dans la réalité. Moi, je veux bien le faire, mais ça veut dire que derrière, j'accompagnerai un certain nombre de jeunes inscrits à France Travail, mais qui ne seront pas... Là, il y a des choses qui ne sont pas très, très claires. Hein. Alors, c'est encore pas clair et ça doit tendre à se poser. C'est aussi la fonction de la mission déléguée. Parce que pendant un temps, on avait aussi des accompagnements en CEJ et en PACEA sans convention, donc ce qu'il a fallu remettre un peu dans les clous. Et là, globalement, la doctrine, c'est que s'il n'y a pas de convention, c'est l'accompagnement que vous pouvez mettre en place hors CEJ et PACEA. Et ça dépend aussi finalement des pratiques des missions locales. Donc, j'aurais pas une réponse unique à vous faire. Et je sais qu'on est encore en train de se débattre avec les interprétations de la loi pour le plein emploi. On a réussi à faire passer un certain nombre d'éléments, notamment cette question du conventionnement, mais ça ne vient pas complètement régler le flou de la mise en œuvre de cette loi, et c'est aussi ce que faisait ressortir l'enquête. C'est-à-dire que le flou institutionnel participe parfois, alors à la fois de la tension des relations entre CD et ML, mais plus compliqué sur nos missions, de la rupture parfois institutionnelle des jeunes. Alors cette fois, promis, dernière question, Madame Laborde. Oui, merci de la prendre. Bon, je comprends, en fait, c'est complètement contradictoire. On est vraiment pris en étau. Notre département, pour l'instant, nous avons une convention, nous, simplement depuis des années, une convention forfaitaire de participation à l'insertion, à l'accompagnement donc des jeunes en insertion, donc sans faire aucune mention des jeunes BRSA. On a une réunion département France Travail État au département en octobre. Donc
qui n'a pas donné lieu à des décisions très concrètes pour l'année 2025, mais qui donc devrait avoir une échappée vers une convention spécifique, mais en 2026, pas avant avril. Donc, ils sont encore dans la réflexion. On nous demande de continuer à accompagner les jeunes. Notre département a signé une convention de délégation d'orientation à France Travail, qui donc, France Travail nous oriente des jeunes. Les jeunes sont inscrits obligatoirement à France Travail, donc ils doivent être obligatoirement accompagnés en PACEA ou en SEJ à la mission locale. La contradiction est que nous, donc, nous allons les accompagner. Eh bien, nous continuons de les accompagner, ces jeunes-là. On ne sait pas vers quelle loi se pencher. Nous continuons de les accompagner parce que nous avons un très fort partenariat avec les départements. On ne se voit pas comment arrêter cet accompagnement de jeunes, mais on leur a bien signifié que la DGFP nous avait et ils ont tous les éléments pour. Mais aujourd'hui, on en est là de notre côté en 17. Je crois que je suis la seule du département 17 à être présente aujourd'hui. Je suis bien embêtée parce que on ne sait pas, on continue de les accompagner en PACEA, alors en CEJ plus vraiment parce que on a notre quota de CEJ, en fait on ne peut plus accompagner de jeunes en CEJ. Mais donc on les accompagne en PACEA. Alors vous me disiez le risque, est-ce que vous pouvez m'écrire, c'est quoi le risque effectif en fait de ça? On est hors la loi, ok, on le sait. L'État était présent, l'État sait qu'on continue. Nous n'avons pas eu de compte-rendu de cette réunion d'octobre. Et en attendant la convention éventuelle du département vers les missions locales en avril 2026, qu'est-ce que l'on fait? Donc, la question reste posée. Nous ne devrions pas accompagner en PACEA, mais comme nous sommes obligés par la loi pour le plein emploi d'accompagner les jeunes VRSA dans un contrat d'engagement, je Oui, suis mais voilà, dans le flou. en fait, alors, bon, votre prochaine convention, elle arrive en avril 2026. Bon, en espérant que les discussions elles se fassent avant. Donc là, il y a plusieurs solutions. Bon, moi, bien sûr, je peux que vous conseiller d'arrêter de faire du PACEA si vous n'avez pas la convention de délégation qui va avec, clairement, parce que là, vous êtes seul responsable dessus. C'est peut-être aussi de voir à faire un avenant pour la période qui vous sépare de la nouvelle convention. Mais en tout cas, vous, de bien noter, surtout s'il n'y a pas eu de compte-rendu de cette réunion, que, eu égard au positionnement État sur la question de l'accompagnement CSG PACEA des jeunes BRSA, vous demandez, enfin, vous remettez en tout cas en question les engagements pris antérieurement et vous demandez un positionnement de l'État sur cette question-là, sur la période qui vous sépare de la prochaine convention. Après, j'entends parfaitement que la mise en place du RPE et le flou un petit peu juridique que ça a occasionné a tendu des relations qui parfois étaient très bonnes et la mission locale de Marseille a fait part de son exemple et que nous, on est un petit peu entre deux feux, à savoir comment on fait pour maintenir des relations tout en évitant d'accepter des conditions de partenariat qui sont pas acceptables, qui sont pas acceptables, ne serait-ce que financièrement, finalement. Donc l'idée aussi de la mission déléguée, c'est peut-être de proposer différents modes de conventionnement, différents modes de collaboration pour que ça puisse correspondre aux modalités, enfin aux relations qui existent sur chaque territoire. Elle est aussi là notre difficulté, c'est-à-dire que les départements ont exactement la plus grande qualité et le plus grand défaut qu'on peut avoir, c'est-à-dire d'être tous différents et d'être complètement décentralisés. Et que chaque département peut jouer sur une relation différente ou sur une territorialisation différente. Donc, à part vous confier des modalités de coopération qui peuvent correspondre à votre secteur, il n'y aura pas de socle commun qui pourra se dégager de tout ça. Le seul socle commun, c'est ce que nous dit la DGEFP. Et là, moi, je peux que vous enjoindre à demander à l'État de clarifier sa position sur votre convention particulière au regard du cadre juridique global. Et ça, on peut s'en parler par ailleurs si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, et puis
je rajouterais aussi que c'est vraiment une question de moyens parce que les conseils départementaux, évidemment, vont de plus en plus sur de l'accompagnement renforcé pour les RSA. Accompagnement renforcé, c'est en gros 50 bénéficiaires du RSA en file active. Je veux dire, on a besoin d'avoir le personnel en face. Donc, sans financement, c'est même pas une question de mauvaise volonté. C'est qu'il nous faut des équivalents temps plein pour s'occuper en tout cas de cet accompagnement renforcé. On ne se limitera pas uniquement à un accompagnement PACEA qui est moins intensif. On est vraiment sur du contenu d'accompagnement tel que le SEJ. Et là, les moyens manquent, quoi, parce qu'il faut vraiment des équivalents temps plein dédiés. Et je pense qu'on peut jouer sur ça et jouer sur le fait de montrer qu'on sait faire cet accompagnement renforcé, qu'on arrive à avoir des résultats et chiffrer territoire par territoire les gains financiers qu'on arrive à faire économiser au département avec ces propositions. Je pense que ça peut les intéresser pour aller davantage sur un conventionnement spécifique avec chacune des missions locales. Je vous propose qu'on puisse clore cette visio sur cette dernière question. Pour rappel, donc la présentation vous sera envoyée par mail, de même que les liens qui correspondent donc, au formulaire et à la cartographie. Je remercie à nouveau la mission locale de Marseille pour la qualité de ce travail, de l'analyse et aussi de l'enquête et pour la poursuite des travaux. Et je vous propose qu'on se retrouve bientôt sur les différents groupes de travail qui vous ont été présentés. Je garde les questions qui sont dans le chat pour essayer de revenir vers certains d'entre vous qui n'auraient pas eu réponse à leurs questions. Je vous souhaite une très bonne après-midi à tous et à très bientôt. Et encore merci à la mission locale de Marseille. Merci à vous. À très vite. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.